Voilà, bonsoir. Moi, je suis Fabienne de Montbron, je suis guide conférencière, animatrice du patrimoine à Chartres, au Centre international du vitrail à Chartres. Ça va bientôt faire 30 ans. Et voilà. Et le Centre du vitrail, en fait, c'est une association qui a été créée en 1980. Le but, c'est de promouvoir l'art du vitrail. Donc, en fait, la conférence de ce soir, c'est un peu dans cette idée-là, en fait, promouvoir l'art du vitrail, parce que quand on dit le mot vitrail, souvent on pense vitrail verre et plomb. En fait, il y a beaucoup de choses quand on parle du vitrail. Et le Centre du vitrail, donc c'est une association qui a été créée par M. Firmin Didot. Et quand on dit promouvoir l'art du vitrail, c'est évidemment par des conférences et il y a beaucoup d'expositions de vitraux. C'est des expositions temporaires, donc vitraux Renaissance, vitraux contemporains. L'idée, c'est ça aussi, promouvoir la création actuelle. Et on a aussi plusieurs ateliers, puisqu'en fait, il y a beaucoup de formations, aussi bien pour les amateurs que les professionnels, et puis évidemment les scolaires. On fait beaucoup d'ateliers, d'initiation, etc. Voilà, donc j'ai préparé une petite projection pour voir un petit peu l'histoire de l'art du vitrail, l'évolution, et tout ce que le mot vitrail regroupe. Donc je commence par cette première image, qui est en Charente. Alors j'ai choisi des images un peu de Chartres, et aussi un peu la région, parce que finalement, il y a plein de choses dans notre région. Donc là, c'est en Charente, et c'est un peu, on va dire, le début du vitrail. Le vitrail, en fait, on pense tout de suite aux édifices religieux, et on construit une église, et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ouvertures, il faut qu'il y ait la lumière qui passe. Donc là, c'est un travail de pierre, et soit il y avait de l'albâtre qui était mis dans les petits espaces, en fait, pour laisser passer la lumière, mais se protéger du froid, en fait, hein, voilà. Alors ici, ce qui va faire énormément évoluer l'art du vitrail, c'est le verre, et notamment le verre soufflé, parce qu'on savait couler le verre, mais du coup la lumière passait pas, c'était du verre épais, et qui empêchait la lumière de passer, alors qu'à partir du XIIe siècle, on fabrique ce qu'on appelle des manchons. Donc le manchon, c'est la grosse bouteille qui est ici, c'est le verre au Moyen-Âge, en fait, était fabriqué à partir de sable de rivière, de cendres de bois, et le verre est teinté dans la masse par des oxydes métalliques. Du fer, du cuivre, du cobalt. Tout ça a été chauffé à peu près à 1100 degrés et ensuite le souffleur de verre prélève dans son four une boule qui pèse 8 kg pour souffler et faire une grosse bulle qui est balancée dans le vide et ce qui permet d'allonger en fait la bulle et d'obtenir cette grosse bouteille. Ensuite le verre va être coupé pour enlever la canne, coupé pour enlever le fond de la bouteille et ensuite le cylindre est coupé sur toute la longueur et ce manchon est repassé dans le four pour pouvoir aplatir ce verre. Ça permet d'obtenir des plaques de verre qui font à peu près 1 mètre carré. Mais l'intérêt, c'est que d'abord, il y a une épaisseur, c'est assez fin, ça fait entre 2 et 7 mm, donc ça va laisser passer la lumière. Et vous le voyez un petit peu ici, vous voyez, il y a des défauts dans ce verre, ce qu'on appelle les merveilleux défauts du verre, défauts de coloration, des bulles, des plis. Donc tout ça, ça va jouer avec la lumière. Donc à partir du moment où on a ces verres plats, comme ça, on va pouvoir faire plein de choses avec le vitrail. Alors juste à côté, dans cette salle, ici, on a reconstitué en fait ce qui était une table de maître verrier, parce qu'au Moyen-Âge, le dessin était fait directement sur la table par le maître de l'atelier. Si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites, hein. Voilà, donc là, on voit un montage d'un vitrail. Donc il y a les verres qui sont découpés en fonction du dessin et les pièces de verre de couleur sont découpées par choc thermique. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas le diamant ou la roulette. Le diamant, c'est à partir du XVe siècle à peu près. Donc le verre est découpé. Là, il y a une barre de fer en fait qui était chauffée au rouge. Et ce fer brûlant était passé sur le verre en suivant le dessin pour découper les pièces par transparence. Voilà. Donc on fait son puzzle avec les pièces de verre colorées. Ensuite, il y a un montage au plomb pour faire tenir ces pièces ensemble. Le plomb, c'est les baguettes de plomb que vous avez ici. On appelle ça du plomb, mais en fait, c'est un mélange de plomb et d'étain. Et surtout, il y a un profil en H, c'est-à-dire qu'il y a des rainures qui permettent de maintenir les pièces de verre. Donc là, il y a le montage du vitrail. Et après, là où les baguettes de plomb s'emboîtent, en fait, on va souder à l'étain. Là, ce qu'on voit sur cette image, c'est que le montage est commencé à partir du centre, alors qu'aujourd'hui, on commence par un angle, on finit de l'autre côté, alors qu'au Moyen-Âge, il commençait par le centre, parce que le fait de couper le verre comme ça par choc thermique, c'était moins précis que ce qu'on fait aujourd'hui au diamant. Donc, s'il y avait des pièces à ajuster, en fait, c'était plus facile de redimensionner les pièces sur le contour. Alors là, on a reconstitué un four
du Moyen-Âge. Ça a été fait d'après des textes, en fait, le moine Théophile qui décrivait tous les arts en fait, du Moyen-Âge. Et donc c'est un four qui permet de cuire les peintures qui vont être utilisées sur le vitrail. Donc en fait, il y a une plaque qui est placée dans le four sur laquelle il y avait de la cendre de bois et on mettait les morceaux de verre à cuire dessus. Et ensuite, le four était alimenté en bois, en charbon, pour atteindre à peu près 600 degrés. Regardez, à l'entrée du four, en fait, il y a un témoin, parce que pour juger de la température de cuisson, en fait, tout était visuel. De même, quand on parle des couleurs des verres du Moyen-Âge, le souffleur de verre avait sa recette, mais il ne faut pas oublier que les températures de fusion, ça pouvait dépendre d'un jour à l'autre. Il y avait des impuretés dans le sable, tout ça, ça jouait sur les colorations des verres. Mais ils avaient quand même un système de témoins. Par exemple, une lamelle de verre, vous voyez, qui était posée sur un échafaudage. Et quand la lamelle de verre commençait à se déformer, ça veut dire qu'ils étaient en train de dépasser les 620 degrés. Donc, ils arrêtaient la cuisson et on laisse refroidir tout doucement les pièces de verre. Il ne faut jamais qu'il y ait de choc thermique, en fait, dans ces fours. Alors, quand on parle de la grisaille, c'est la peinture qui permet de peindre les détails sur le verre. Cette grisaille, en fait, c'est un mélange de poudre de verre et d'oxyde de fer, mélangé avec un liquide, et on peint au pinceau. Alors, jusqu'au XIVe siècle, le dessin était très stylisé. Quand vous regardez là les deux visages, voilà, vous avez ici un modèle, j'ai pris un modèle de Poitiers ici, où la grisaille donc, est utilisée, mais avec un seul pinceau. C'est-à-dire c'est un travail de ligne, un travail au trait qui permet de peindre les messes de cheveux ou le contour de l'œil. Quand vous regardez le vitrail d'à côté, là, on voit qu'il y a toujours un travail au trait, mais quand vous regardez au niveau du visage, vous voyez que la peinture est travaillée de façon diluée. On fabrique un lavis qui permet de faire des ombres. Donc, le verre ça veut dire que le verre est découpé, peint et cuit, et ensuite monté au plomb. Alors voilà, aubazine. Là, c'est pour montrer aussi, je vais vous montrer Chartres après tout à l'heure, ça veut dire qu'à la même époque, au Moyen-Âge, il y avait de toute façon des courants artistiques différents en fait. Là, c'est dans une église cistercienne, ils ne voulaient pas d'image, ils ne voulaient pas de couleur. Ce qui est favorisé, c'est la simplicité et juste des formes géométriques, des entrelacs, etc. Et à peu près à la même époque, il y a les vitraux de Chartres. Alors, quand on parle du vitrail, voilà, qu'est-ce qu'un vitrail? Tout le monde pense tout de suite à fenêtre, on pense à église. Mais le vitrail, effectivement, il y a un côté décoratif pour les gens du XIIIe siècle. D'abord, le vitrail, ça décore l'église. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est la Jérusalem. Et ils imaginaient que cette Jérusalem était construite avec des pierres précieuses. Donc l'idée, c'était qu'il y ait de la couleur. Dans ces vitraux, en fait, il y a 6-7 couleurs de verre. Par contre, quand on visite la cathédrale de Chartres, il y a une harmonie différente à chaque fenêtre. C'est-à-dire qu'il y a des fenêtres qui paraissent très bleues, d'autres très rouges, d'autres violettes, alors qu'il n'y avait pas le violet. Vous voyez, il y a une composition au niveau des proportions de couleurs. Ensuite, ces vitraux sont translucides. C'est-à-dire que quand on regarde un vitrail de dehors, on ne voit pas les couleurs, on ne voit rien. L'idée, c'est de faire rentrer les gens dans l'église. Donc là, ils sont émerveillés. Effectivement, on retrouve du jaune comme de l'or. Pour eux, c'était des pierres précieuses. La plupart des gens ne savaient pas ce que c'était du verre, à part ceux qui fabriquaient les vitraux. Mais sinon, pour la plupart des gens du Moyen-Âge, le verre, c'était une matière précieuse. Donc pour eux, c'était des paillettes d'or, des rubis. Et d'ailleurs, quand vous regardez là le détail d'une partie de ce vitrail, vous voyez ici les petites perles, ça fait penser à des colliers de diamants en fait. Donc l'idée, c'était émerveiller les gens. Ensuite, cette idée que le vitrail va filtrer la lumière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de lumière quand on rentre dans la cathédrale de Chartres, et à d'autres endroits d'ailleurs. Le but, c'est qu'il n'y ait pas la même lumière dans l'église que dehors. On n'est pas n'importe où, on est dans la maison de Dieu, donc le but, c'était de créer une ambiance particulière. Nous, aujourd'hui, on sait très bien que le verre est plus ou moins transparent. Au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire transparent, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire translucide. Donc pour eux, cette lumière qui rentrait dans la cathédrale, c'était un peu une lumière mystérieuse. Dans la Bible, on dit Dieu est lumière. Donc pour eux, cette lumière, c'était signe de la présence de Dieu. En fait, c'était une lumière sacrée. C'est-à-dire que quand les gens rentraient dans l'église, en fait, ils étaient touchés par cette lumière mystérieuse. C'était quand même l'idée importante du vitrail. Après, c'est vrai que les vitraux illustrent la Bible. Donc là, on a une hiérarchie des anges qui est représentée. En fait, ça, c'est pas un vitrail de la cathédrale, c'est une copie qui a été faite au centre du vitrail, d'une partie d'un vitrail de la cathédrale. Donc on a la hiérarchie des anges, mais quand vous regardez ces anges, on dirait des hommes du Moyen-Âge. Ils portent des tuniques, il y en a qui ont des couronnes ou des sceptres comme des rois, il y en a qui ont des épées, des boucliers,
des boucliers, comme des chevaliers. En fait, ce qui est intéressant sur ces vitraux, c'est qu'effectivement, ça illustre la Bible, mais il y a tous les détails de la vie quotidienne des gens au XIIIe siècle. Alors, ces vitraux à Chartres sont très grands. Un vitrail, ça mesure entre 8 et 12 mètres de haut. Mais pour fabriquer des vitraux très grands, en fait, on fabrique des panneaux. Alors, c'est ça, un panneau. Les panneaux mesurent entre 80 cm et 1,10 m de haut. Et en fait, ces panneaux sont maintenus par des barres lotières. C'est les barres de fer. En fait, ces barres lotières sont en deux parties. Il y a une partie fixe dans le mur. Les vitraux sont posés sur cette partie fixe et c'est fermé avec une deuxième barre de fer et des petites clavettes. Voilà, ce qui fait que ça leur a permis de faire des fenêtres très grandes, mais c'est aussi ce qui permet de démonter les vitraux pour les restaurations, par exemple. Mais à Chartres aussi, lors des 2 dernières guerres mondiales, en fait, tous les vitraux avaient été déposés et stockés dans la crypte, ce qui a permis de les protéger des bombardements. C'est aussi ce qui fait que dans la cathédrale de Chartres, il y a pratiquement l'ensemble des vitraux du Moyen-Âge. Voilà, là j'ai fait aussi une photo d'un détail. Alors, il y avait les petites perles, mais aussi, vous voyez, les fonds sont très travaillés. Il y a des fleurs. Derrière les fleurs, il y a des petits quadrillages. Tout ça, c'est peint à la grisaille. Et alors, il y a le côté richesse de décoration, mais aussi le but, c'était de filtrer la lumière. Donc là, on est au XIIIe siècle. L'armature en fer aussi dont j'ai parlé, bon là, il se trouve que c'est un vitrail, c'est juste un quadrillage, mais dans la cathédrale, chaque fenêtre a un dessin d'armature différente. Ça peut être des carrés, des ronds, des triangles, des quadrilobes, etc. On peut faire tout le tour de la cathédrale, des vitraux tout le tour des vitraux. En fait, il n'y a pas 2 fenêtres identiques. À chaque fois, il y a un dessin différent. Donc il y a vraiment ce goût de varier, voilà, de faire des montages différents. Alors en plus, ça donne des indications sur la façon de lire le vitrail, ça rythme, on va dire, ça compose le vitrail, c'est-à-dire ça aide à la lecture. Et ça, c'est typique des vitraux du XIIIe siècle, parce que quand on regarde les vitraux du XIVe siècle, voilà, ça c'est à Chartres aussi. Alors là, c'était pour vous montrer justement que de l'extérieur, voilà, on voit rien, c'est noir. On a un quadrillage de la fenêtre, mais surtout là, on a un vitrail, ce qu'on appelle un vitrail en grisaille, parce que c'est un vitrail qui est fait avec du verre blanc. Et il y a juste des petits détails qui sont peints à la grisaille. Alors ça correspond au goût qui évolue. Ça, c'est un détail du vitrail d'avant, en fait. C'est le goût qui évolue. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, on voulait des cathédrales très colorées, un côté précieux. Et au XIVe siècle, le clergé trouve qu'il n'y a plus assez de lumière dans les édifices, donc ils veulent laisser rentrer la lumière. Donc en fait, ils enlèvent des vitraux du XIIIe siècle pour les remplacer par ces vitraux en grisaille qui sont blancs. Alors, ce qui est intéressant là sur ce vitrail, c'est qu'on voit l'évolution de la technique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a du verre blanc, il y a des petits détails peints à la grisaille, mais il y a une première peinture qui va être utilisée qu'on appelle du jaune d'argent. Donc, c'est une peinture qui contient des sels d'argent. Donc, on peint comme toute peinture, mais on cuit pour fixer cette peinture. Et donc, ça veut dire que là, par exemple, quand vous regardez la tête de cet ange, il y a un seul morceau de verre incolore. C'est peint avec de la grisaille et du jaune d'argent. Il y a 2 peintures, ça veut dire qu'il y a 2 cuissons. Mais dans l'idée, c'est qu'on découpe des morceaux de verre plus grands, donc on a quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Donc voilà, là on voit déjà une première peinture de couleur utilisée. Après, on va passer à la Renaissance, 15e, 16e siècle. Ça aussi, c'est un vitrail de Chartres, mais ça fait partie des vitraux dont les églises ont été détruites, en fait. Il y a une exposition en ce moment qui présente les vitraux Renaissance, justement de tous ces édifices qui ont disparu. Alors la Renaissance, déjà, ils ont le diamant pour couper le verre, donc c'est vrai qu'il y a des découpes beaucoup plus fines. Et surtout, là, le maître verrier ne dessine plus sur une table, il recopie beaucoup de modèles qui sont faits par des peintres. Il y a des cartons, voilà, il y a des modèles peints. Et là, par exemple, sur le visage qui est ici, il faut imaginer que la pièce d'origine, c'est toute la tête du personnage. Là, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des plombs de casse. On vous en parlera sûrement tout à l'heure. Pour réparer le vitrail, en fait, voilà, il y a des plombs qui ont été rajoutés, mais la pièce d'origine, c'était toute la tête. Et on voit tout le travail de grisaille qui est fait, vous voyez, au niveau des traits du visage, de la barbe. Et là, il y a différents pinceaux qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas juste au trait. On va pouvoir étaler la peinture en couches très fines, ce qu'on appelle blaireauter la peinture ici, par exemple, pour la barbe. Et quand la peinture est sèche, à la plume, vous voyez, on dessine les poils de la barbe. Donc il y a une cuisson pour la grisaille. Après, on retrouve le jaune d'argent qui est ici. Il y a un ocre aussi qui permet de travailler la carnation, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de travailler le modelé, le relief. Et puis, il y a un émail bleu.
Mais des émaux, il va y en avoir de toutes les couleurs. Donc en fait, le vitrail à la Renaissance, ça devient un vitrail tableau. Donc des pièces de verre incolores qui sont peintes. Donc ça veut dire que la pièce de verre va être cuite 2 fois, 3 fois. Ça fait penser à la peinture sur porcelaine. Hein. En fait, c'est la même technique. Hein. Voilà, là j'ai mis un petit détail un petit détail ici pour la qualité de la peinture. Vous voyez le relief, le travail du jaune d'argent. Et puis là, cette pièce, parce que là, c'est du verre gravé. Ils avaient le diamant, en fait, et ils pouvaient donc graver le verre. Alors, pour graver le verre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du verre en 2 couches. Ça s'appelle du verre plaqué. Alors, le verre plaqué, ils savaient déjà le fabriquer au Moyen-Âge, mais c'était juste pour, par exemple, avoir un beau rouge. Parce que si on fabrique un verre rouge épais, il paraît très sombre, presque noir. Donc, pour avoir un beau rouge, ils faisaient un plaquage de verre rouge sur du verre incolore. Et à la Renaissance, avec le diamant, en fait, ils gravaient, c'est-à-dire qu'ils enlevaient cette plaque de rouge pour faire apparaître donc le blanc qui était en dessous. Et là, en plus, sur l'autre face du verre, c'est peint au jaune d'argent. Donc on voit, vous voyez, ils rajoutent des détails toujours. Alors c'est vrai que ça fait plus penser à un travail de peintre, mais il y a beaucoup de détails rajoutés. Quand on parle du vitrail au Moyen-Âge, c'est vraiment de la mosaïque, alors qu'après, ça devient vraiment un tableau. Alors là, c'est ce qu'on appelle des vitraux en salade ou en macédoine. Parce qu'il y a des époques où le vitrail n'a plus été à la mode. Au XVIIe, XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, on ne s'intéresse plus beaucoup au vitrail. D'ailleurs, les souffleurs de verre ne fabriquent plus de verre coloré. Et surtout, il y a eu des destructions. À la Révolution, il y a eu beaucoup de destructions. Et en fait, ce qu'ils faisaient, ça a été fait dans plusieurs églises de Chartres, c'est récupérer tous ces vitraux cassés et faire des nouveaux vitraux, mais pas dans l'idée de reconstituer le vitrail comme il pouvait être. Ça fait, je ne sais pas si vous connaissez Picassiette, la mosaïque, voilà. On rassemble. Là, l'idée, c'est qu'il fallait que les morceaux s'emboîtent, il ne fallait pas qu'il y ait trop de découpes, etc. Donc voilà, il y a des panneaux entiers comme ça qui ont été faits, des fenêtres entières qui ont été revitrées de cette façon-là, des vitraux en salade. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des époques où le métier de maître verrier a pratiquement disparu. Voilà, on ne s'intéressait plus du tout au vitrail. On redécouvre le vitrail au XIXe siècle. Alors, il y a toute la période Viollet-le-Duc. On s'intéresse au Moyen-Âge. On recopie, on s'inspire des vitraux du Moyen-Âge. Et puis, il y a toute une période de création avec le mouvement Art déco, Art nouveau, en fait. Mais là, du coup, on ne parle plus de vitraux pour les édifices religieux. On parle de vitraux décoratifs pour les particuliers, pour des restaurants, les brasseries, les grands magasins, etc. Alors, j'ai mis cet exemple, j'ai choisi Chigo, parce que c'est la région. Mais on en a de beaux exemples juste derrière, en fait. Alors, en fait, c'est vraiment une période de renouveau. Alors, il y a un artiste appelé Louis Comfort Tiffany, vous devez connaître toutes les lampes avec les abat-jours en vitrail, voilà, qui a beaucoup travaillé sur les verres colorés. Vous voyez, ces verres qui sont très, très colorés. Des verres, ce qu'on appelle des verres américains, en fait. Ces verres aussi à relief. Alors, c'est vrai que là, le vitrail, il est vraiment translucide, en fait. Hein. On ne joue pas du tout avec l'idée de la transparence. Donc là, celui-là, je crois que c'est un montage au plomb. Je ne vais pas me tromper, hein, je crois. Mais en fait, Tiffany faisait aussi beaucoup un montage. Il remplaçait le plomb par du cuivre et une soudure à l'étain. Donc ça fait des joints très fins. C'est ce qui lui a permis de faire ses lampes. C'était beaucoup plus léger visuellement, mais aussi au niveau poids. Parce que je n'ai pas parlé des poids des vitraux, mais un panneau qui fait 80 cm pèse à peu près 10 kg. Donc voilà, donc la technique Tiffany, voilà, donc ça a permis de faire, de renouveler un petit peu aussi la technique du vitrail et de faire des choses plus souples. Alors on est toujours dans la région là. J'ai découvert cet été des vitraux d'un atelier de Chartres à Razès. Gabriel Loire, ça c'est la période après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y a un prêtre qui s'appelait le Père Couturier qui pensait qu'il fallait qu'il y ait de la création à nouveau dans les édifices religieux. Qu'on arrête de copier ou de faire des pastiches en fait, des vitraux du Moyen-Âge. L'idée c'était qu'il y ait de la création. Donc ce Père Couturier a fait appel aux artistes de l'époque qui étaient Matisse, Chagall, Braque, Manossier, etc. Tous ces gens faisaient des modèles et ils travaillaient avec des maîtres verriers. Ça veut dire aussi qu'il y avait des échanges et du coup beaucoup de créations. Et il y a la technique de la dalle de verre qui a été très utilisée dans les années 50, 70
À Toulouse, il y a un artiste qui s'appelle Guérin aussi, qui a beaucoup travaillé cette technique-là. Et en fait, c'est la dalle de verre, ce sont des gros pavés de verre qui sont coulés et moulés et qui sont taillés avec de la marteline. Donc on fait des éclats. Et ensuite, c'est monté avec du ciment, du béton. Alors là, j'ai vu extérieur. Ça rappelle un peu les transecnes que j'ai montrées tout à l'heure, en fait. Hein, voilà. Par contre, quand on rentre, pourtant j'y suis allée un jour où il faisait pas beau du tout, mais voilà, ce qui ressort sont les couleurs. Alors c'est un jeu de formes et de couleurs. En général, on ne peint pas de détails en fait hein, sur ces dalles de verre. Voilà, donc Gabrielle Loire a fait partie des gens qui ont fait la promotion de cette technique-là. Alors là, Alfred Manessier, donc pareil, ça a commencé dans les années 50 en fait. C'est un artiste peintre qui a fait beaucoup de modèles, aussi bien pour la tapisserie que pour l'art du vitrail. Il travaillait avec un atelier de Chartres. Et en fait, Manessier, c'est un des premiers artistes à avoir fait des vitraux abstraits dans un édifice ancien. Alors, dans les années 50, ça a été un choc. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça très beau. Alors, c'est un jeu, lui, c'est vraiment un peintre, c'est la couleur, en fait, hein, son domaine. Et c'est un jeu de verre coloré et de plomb. Donc, il y a aussi un côté très graphique, parce que quand vous regardez ces plombs, il y a des endroits où les plombs sont très épais, d'autres endroits plus fins. C'est comme quand on dessine, hein, on fait un trait épais, un trait fin, etc. Donc il y a tout ce travail de plomb, et puis le choix de ces pièces de verre colorées. Voilà. Mais ça, en fait, il travaillait dans l'atelier Lorrain, donc à Chartres, qui a une tour et qui permet de monter un vitrail entier. Parce qu'en fait, ce travail-là, il se fait à la lumière, parce que le jeu de couleurs comme ça, faut que ça, à l'œil, lui, en tant qu'artiste, il cherche quelque chose, donc il faut que ça corresponde à ce qu'il veut avoir. Donc voilà, les premiers vitraux abstraits, et c'est quelqu'un qui était très catholique, mais qui refuse les images. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'images parce qu'il trouve que les images, ça distrait, ça disperse. Et qu'en fait, si on veut prier, si on veut méditer, en fait, il faut de l'abstrait. Voilà. Il y a un autre artiste que je vais vous montrer tout à l'heure et qui a la même idée. Alors Chagall, voilà, ça fait partie des grands artistes de l'époque qui ont répondu à des commandes. Hein, on en voit dans différentes régions. Chagall, c'est pareil. Bon, là, il a travaillé dans un atelier de Reims. Chagall, en fait, c'est là qu'on voit l'échange, le travail qui pouvait être fait avec les maîtres verriers, parce que l'artiste, il arrive avec un tableau. Mais après, il y a toutes les contraintes techniques, les plombs. Où est-ce qu'on va mettre les plombs? Donc voilà, il y a tout un échange qui se fait entre l'artiste et le maître verrier au niveau de la technique. Ça veut dire que le maître verrier coupe les pièces de verre. Chagall, c'est lui qui venait peindre en fait ces pièces. Hein. C'est vraiment lui qui a peint à la grisaille les pièces de verre. Il travaillait aussi beaucoup la gravure en fait. Hein. Le maître verrier lui gravait comme ça certaines pièces pour avoir certains dégradés. C'est pas de la peinture, hein, c'est le verre qui est gravé dans l'épaisseur. Voilà. Alors, dans les années 70-75, il y a un atelier de Chartres, l'atelier Lorrain dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait été repris par deux autres maîtres verriers, M. Hermé et Mme Juteau, et qui avait créé une association. Parce qu'en fait, là, je suis en train de vous parler de peintres qui viennent faire des vitraux, qui répondent à des commandes. Mais ça veut dire que le maître verrier, c'est juste un exécutant. Et alors qu'il y a des maîtres verriers qui font de la création. Donc voilà, c'est ce maître verrier de Chartres, mais avec un maître verrier de Paris, un maître verrier de Bourges, voilà, avait créé une association pour dire qu'eux aussi, ils pouvaient créer, en fait, ils répondaient à des commandes, etc. Voilà, alors là j'ai pris une fiche, c'est pour Rodez. Parce que bon, je vous ai montré des vitraux abstraits, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses abstraites qui se font, mais la figuration revient. Et en fait, il y a des commissions, il y a un jury qui fait tout un programme. Là, par exemple, c'était un concours pour la cathédrale de Rodez, et il y avait tout un programme qui avait été fait, qui est donné aux artistes. Alors, en général, il y a 3 artistes qui sont sélectionnés, qui font des panneaux d'essai, des maquettes, etc. Et il y a tout un travail qui est fait, justement, comment aujourd'hui représenter des épisodes de la Bible. On n'est plus au Moyen-Âge. On ne va pas continuer à dessiner comme au Moyen-Âge. Donc voilà, faut trouver une nouvelle façon de représenter. Donc voilà, il y a 5 vitraux qui ont été faits dans la cathédrale de Rodez par cet artiste qui s'appelle Stéphane Belzer.
Et en fait, la commande, c'était, là par exemple pour ce vitrail, il fallait un fond bleu. Donc c'est une fenêtre qui représente des saints, mais il ne fallait pas que les saints soient identifiés. Alors il y en a quelques-uns qu'on reconnaît, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais par exemple là il y a Saint-Denis. Mais sinon l'idée c'est que voilà, c'était des saints, ils devaient être en ascension. Vous voyez, c'était un programme. Et après c'est l'artiste qui a interprété ce programme. On dit toujours que quand c'est figuratif, c'est plus facile, mais c'est pas évident en fait, hein. Voilà, là on est en Corrèze, dans une chapelle privée, où on a un vitrail qui est fait en verre thermoformé. Quand vous regardez ce vitrail, en fait déjà vous voyez qu'il n'y a plus de barre de fer, il n'y a plus de plomb. Aujourd'hui on utilise beaucoup le verre industriel, ça veut dire qu'il y a des maîtres verriers qui ont des fours qui permettent de cuire des plaques de verre de 3 mètres. Donc on peut faire une fenêtre complète avec un seul morceau de verre, c'est ce qu'on a ici. Donc ça veut dire que c'est de la couleur, c'est de la lumière, il n'y a plus rien de noir en fait, hein. Donc le verre thermoformé, ça veut dire qu'on fabrique un moule sur lequel on va poser le verre industriel, ça peut être peint, et ensuite tout ça c'est cuit autour de 780 degrés. Donc le verre sera moulé, prend la forme du moule. Comme aujourd'hui, n'importe quel artiste peut répondre à une commande de vitraux, ça veut dire qu'un sculpteur, il va très facilement fabriquer un moule pour le faire en vitrail. Il y a les peintres, les photographes, etc. Donc vous voyez, ça élargit aussi les techniques et puis toutes les possibilités du vitrail. J'abraille les bordes, oui. Est-ce qu'il le travaille au début? Sur quelle matière? Alors c'est du plâtre. Ça, voilà, c'est du plâtre en fait. Alors, je crois qu'il y en a qui font des moules en dur, mais sinon dans le fond du four, il y a une couche un genre de plâtre qui est travaillé comme si vous dessiniez dans du sable ou de la farine. Vous voyez, on peut faire des empreintes, on peut faire du relief, etc. Ça, c'est très utilisé aujourd'hui. Alors, ça fait une trentaine d'années hein, que le thermoformage est travaillé. Là, j'abraille les bords avec des vitraux en porcelaine, des plaques de porcelaine. Alors ça avait été une commande, voilà, avec un artiste qui a travaillé là-dessus. Alors en fait, il y a une lampe là dans la boutique, je ne sais pas où elle est, en lithophanie, voilà. Et en fait, c'est ce principe-là, en fait, c'est une très fine couche de porcelaine, donc c'est translucide. Évidemment, c'est hyper fragile. Donc en fait, ça a été monté entre deux verres. Voilà. Mais quand vous regardez ce vitrail, ça fait penser, pareil, à des vitraux en albâtre, comme il y avait à l'origine. Ça fait penser aussi un peu aux vitraux de Soulages, ceux qui ont vu les Soulages. Alors, sauf que Soulages, c'est pas de la porcelaine, c'est du verre. Voilà, c'est un verre qui est très épais. En fait, c'est des billes de verre qui sont agglomérées. Et puis, il y a du plomb. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des films où on voit Soulages travailler. Parce qu'on a l'impression que c'est complètement facile, c'est rien. Et en fait, tout compte, en fait. La ligne, où est placée la ligne, etc. Mais ça correspond aussi à l'architecture. Il faut voir aussi que le vitrail, là je vous montre le vitrail, il est finalement hors contexte. Alors qu'un vitrail, il est fait pour être dans un lieu particulier, ça correspond à une architecture, ça correspond à une lumière, à une région, etc. Alors là, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, la création, c'est tout. Parce que le vitrail, c'est vrai que ça revient quand même à la mode, on va dire. On peut en mettre dans des maisons, décorer un hall d'accueil, dans des bureaux, dans les entreprises. À Chartres, il y en a partout, hein. Il y en a à la gare, à l'hôpital, etc. Mais à Troyes, par exemple, ils en ont mis dans un parking souterrain. Vous voyez, dès qu'il y a et encore dans un parking souterrain, non, ils ont mis une lumière artificielle. Mais voilà, l'idée, c'est que le vitrail, ça peut s'utiliser partout. Et puis, il n'y a plus de contraintes techniques. Je vous ai montré toutes les possibilités qu'on avait aujourd'hui. Et après, voilà, c'est libre, c'est l'imagination. Donc là, c'est une jeune artiste de Chartres qui a fait une expo l'été dernier en représentant des personnages de BD. Mais il y a un travail qui était très intéressant, en fait, parce qu'il y a tout le réseau de plomb, c'est la technique traditionnelle, mais la façon dont elle a retravaillé la grisaille, en fait, on ne sait plus très bien où sont les plombs et où est la grisaille. Et puis là, on a un vitrail du père Kim En-jong, alors qui est un prêtre qui est d'origine coréenne, alors qui a fait des vitraux dans le monde entier. En fait, il est peintre. Il est né en 1940. Hein. Et il continue encore à peindre.
Et depuis les années 1990, il a commencé à répondre à des commandes de vitraux. Alors au départ, pour lui, le vitrail, c'était du verre et du plomb. Donc en fait, il faisait des tableaux peints, puis il découpait ses peintures pour pouvoir faire un montage au plomb. Et puis justement, après, il a découvert qu'un vitrail, ça pouvait être fait sans plomb, justement avec des grandes plaques de verre. Et justement, ce prêtre ne veut pas faire d'images parce qu'il pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est pollué par les images. Non, vous ne vous sentez pas pollué par les images, en fait. On zappe la télé, les jeunes, ils passent leur vie sur un écran à zapper et finalement, on fait attention à rien. Ce père Kim, qui a eu la révélation quand même dans la cathédrale de Chartres, dit qu'il y a trop d'images dans la cathédrale de Chartres. Parce que quand les gens visitent la cathédrale, ils n'ont qu'une idée, lire ces images. Alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est le vitrail? C'est le côté décoratif, c'est le fait de filtrer la lumière, c'est d'avoir une ambiance particulière. C'est ça l'importance du vitrail. Et quand le père Kim parle du vitrail, lui, faudrait y aller à différents moments de la journée, de l'année. Alors, il y a des vitraux qu'il travaille soit de façon translucide, c'est-à-dire que la lumière passe, mais il ne veut pas qu'on voit dehors parce qu'il veut faire une espèce de cocon finalement, un lieu un peu intime. Il y a d'autres endroits, à Brioude notamment, il a fait des vitraux très transparents parce qu'il voulait qu'on voit le ciel, un nuage qui passe, un oiseau, tout ça, voilà, ça fait partie pour lui du vitrail. Alors, c'est vrai que quand on voit de l'abstrait, alors que lui, quand il peint, il pense à un personnage de la Bible. Ah ben oui, il a son histoire dans la tête et il met jamais de titre. Alors Manossier, par contre, que je vous ai montré tout à l'heure, lui, il mettait des titres parce que pour lui, c'était un point de départ. Aux gens d'interpréter. Alors que le père Kim ne met jamais de titre. Parce que s'il y a un titre, on est en train de chercher qu'est-ce qu'il a voulu représenter. Et lui, ce n'est pas du tout son idée. Ce qu'il veut, c'est que les gens ressentent les choses et essayent d'imaginer. Voilà, faire travailler son imagination et ressentir les choses. Alors pour ressentir les choses, déjà il y a les gestes. Parce que sur les vitraux, des fois, on sent qu'il y a de la colère ou de l'agressivité, etc. Il y en a d'autres qui sont plus calmes. Donc il y a les gestes qui peuvent déjà donner une ambiance. Et après, pour le père Kim, les couleurs aussi, ça veut toujours dire quelque chose. Déjà, il y a le côté symbolique. Mais par exemple, si je vous parle du rouge, vous n'allez pas tous penser à la même chose. Ah oui, mais le sang, ça peut être la vie ou la mort. Il y en a qui vont penser à la colère, il y en a qui vont penser à la passion, le vin. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'une couleur, on ne pense pas tous la même chose. On ressent les choses différemment. Ça peut être la même chose, c'est la même chose pour le bleu, pour le vert, etc. en fait. Donc voilà, l'idée du père Kim, c'est ça, c'est qu'il faut prendre le temps. Lui, il dit il pense que le temps qu'on passe devant un vitrail, justement, à essayer de ressentir les choses, c'est comme de la méditation, c'est comme des moments de prière en fait. Voilà, et je vais terminer avec cette image qui est en fait un doublage de protection des vitraux. Quand les vitraux sont restaurés, on fait en fait une empreinte de chaque panneau sur du plâtre. Donc vous voyez les plombs qui sont en relief, on les retrouve en creux. Tous les défauts du verre, parce que les verres anciens sont très abîmés, donc tous ces défauts sont moulés. Et sur ce moule, on va poser un verre industriel. On fait un double de vitrail, vous voyez, mais dans un verre incolore et en relief. Et ça va être placé à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on remonte le vitrail dans la feuillure de la fenêtre, à sa place, et à l'extérieur, on met une deuxième armature et on met les panneaux de verre de doublage, en fait. Donc ça protège le vitrail des intempéries, de la pollution, des écarts de température. Un peu calque, décalé. Ah, oui, mais là, c'est parce que je me suis mise de biais et je suis très près pour... Là, on voit le décalage, mais quand vous êtes à l'extérieur de la cathédrale, ça ne se voit pas. Et même, comme vous avez la matière et le relief du plomb, vous croyez être en train de regarder le vitrail. Et quand vous rentrez dans la cathédrale, on ne voit pas le doublage. Et ça n'empêche pas la lumière de passer. Alors, pourquoi on va parler de la restauration tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai fini avec cette image. Mais c'est surtout que, tout à l'heure, je vous ai parlé du thermoformage. Ça fait plus de 30 ans qu'on fabrique des vitraux en thermoformage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un maître verrier de Tours qui a eu l'idée d'adapter cette technique de création à la protection des vitraux, en fait. Voilà. Donc, dans un même atelier, quand il y a et création et restauration, voilà, ça permet d'avoir des idées comme ça. Alors, c'est pas parfait comme technique. Je ne sais pas si vous allez en parler tout à l'heure. C'est pas parfait, mais pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. Et dans les cathédrales, tous les vitraux sont doublés de cette façon-là. La Sainte-Chapelle, etc., tout est protégé de cette façon-là. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Pourquoi avoir doublé avec donc du plomb et pas avoir mis une plaque de verre simple? Ben, si, c'est là, Quand c'est très grand, là, il n'y a pas de plomb en fait. Vous croyez que c'est du plomb, mais c'est parce que le verre est moulé. C'est le relief. Et puis ils ont rajouté une grisaille qui vous donne l'impression d'avoir le plomb, mais en fait c'est une verre. Alors, par contre, la question, ça pourrait être pourquoi on n'a pas doublé avec un verre lisse. Mais parce que là, du coup, ça faisait un reflet qui ne correspond pas à l'architecture. Alors que là, on a la matière, on a l'impression d'avoir le vitrail. Oui. Ouais, mais vous savez que, enfin, à Chartres, les restaurations des Allemands à Chartres, elles sont très critiquées. Hein. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Après, je suis là tout à l'heure et voilà, puis s'il y a quelque chose qui vous revient après. Voilà, merci. Bonsoir à tous, je vais essayer de parler fort. Habituellement, je ne parle pas fort parce que j'ai des prothèses auditives et on me dit, tu ne te rends pas compte, tu ne parles pas assez fort. Alors c'est un exercice pour moi de parler fort. Donc le sujet pour moi, qui vient en complémentarité avec Fabienne, c'est la déontologie du conservateur-restaurateur d'objets d'art à partir de l'exemple du vitrail. Après, on essaiera de parler comme exemple la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et si on a le temps, de parler aussi de la transmission des savoirs. Bon, on va un peu... Alors, pour bien comprendre, quand on parle de déontologie, c'est un métier. Le métier, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un métier, je vais me présenter par rapport à mon parcours brièvement et ensuite amorcer un film sur la restauration des vitraux de Notre-Dame, simplement pour vous mettre dans l'ambiance de l'atelier. En ce qui me concerne, j'ai fait l'ENSA à Limoges. Ensuite, j'ai travaillé dans des cabinets d'architecture pendant 3 ans. Et j'ai découvert le vitrail par hasard à l'atelier du vitrail à Limoges. Vous m'entendez assez là ou pas? Oui. D'accord. Donc j'ai défini une stratégie commerciale pour me faire connaître parce que je n'étais pas connu. Et donc j'ai rencontré des professionnels, je suis allé à des colloques. Et ce qui a donné à un moment donné une rencontre avec une personne qui m'a permis de mettre les pieds au laboratoire de recherche des monuments historiques à Champs-sur-Marne. Et là, j'ai revu ma manière de voir la restauration. Bon. Ensuite, j'ai adhéré à une organisation professionnelle au niveau national et j'ai rencontré encore des professionnels. Il y a eu un échange de savoir-faire très intéressant. J'ai beaucoup appris de la part des professionnels. Et ensuite, je me suis recentré sur Limoges avec le pôle des métiers d'art Nouvelle-Aquitaine, où j'ai aussi rencontré des professionnels, mais dans des métiers très différents, autres que le vitrail. Voilà. Et ensuite, j'ai eu une opportunité, il y a eu un appel d'offres national sur la préparation d'un appel d'offres, ça concernait la restauration de la cathédrale de Limoges. Donc cet appel d'offres concernait plutôt les études préliminaires, ça s'adressait pas aux entreprises. Et à la DRAC, ils m'ont dit que je pouvais y répondre, ils avaient l'habitude de voir mes devis qui étaient assez renseignés. Donc j'ai répondu, chose imprévue, imprévu, oui et non. Donc j'ai été sélectionné pour cette étude préliminaire avant l'appel d'offres. Et ce qui était imprévu, c'est que l'architecte en chef des monuments historiques m'a demandé d'être à la commission et d'évaluer les offres et ensuite d'être son assistant de maîtrise d'œuvre pendant 3 ans. Alors il s'agit de l'architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve qui est en charge actuellement la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc pendant 3 ans, je me suis enrichi de nouveau au contact des entreprises et j'ai progressé dans mon métier. Voilà. Et ensuite, il y a 8 ans, on a fait appel à moi pour mettre en place une formation vitrail en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est Limoges qui a été choisi, parce qu'on a quand même une histoire par rapport aux arts du feu. 2 ans de préparation et un partenariat avec la région, l'État, le Greta et le lycée Le Majambo à Limoges.
Et cette préparation, au bout de 2 ans, donc, a donné une réponse positive. Cette formation a été validée et là, on entame la 6e année. Et nous avons d'ailleurs une stagiaire parmi nous, Amandine, qui est là. Hein. Voilà. Donc, je suis en même temps... Donc, moi, j'ai pris ma retraite il y a 5 ans, 6 ans. J'ai continué mon activité au niveau entreprise à vitesse de croisière, et je suis en même temps formateur au lycée des métiers d'art. Voilà. Donc, c'était une parenthèse sur mon parcours. Alors maintenant, je vais vous montrer une série de photos qui illustrent la procédure quand on restaure un vitrail au moment de la dépose et au moment de la repose et en atelier. Alors, je reviens sur mes... Alors, en situation, vous avez un vitrail au moment de la dépose. Alors, on va faire défiler ça. Je vous les fais passer assez rapidement, hein, parce qu'on a aussi le sujet abordé sur la déontologie. Donc, ça, au moment de la dépose, voilà ce qui se passe. On dépose des panneaux qui sont pris dans un scellement. Et on monte un échafaudage, c'est aussi le rôle du maître verrier. Il peut le confier aussi à une entreprise. Toujours dans la dépose, on décalfeutre. Et ensuite, le panneau arrive sur la table à l'atelier. Alors, je vais essayer de faire une pause. On en est au stade du dessertissage. On assemble les pièces, on les repère, on les identifie. Phase de nettoyage. En fonction de l'état du dépôt, on va choisir donc des produits. Là, le nettoyage au bâtonnet est assez classique. On ne frotte pas un vitrail. On a une tige avec du coton enroulé autour et on roule la tige sur le verre de manière à ce qu'il n'y ait pas de frottement, mais que les dépôts s'accrochent sur le coton. Là, ici, on peut imaginer que c'est de l'alcool mélangé avec de l'eau, par exemple, pour nettoyer ce vitrail. Là, on est au stade de la peinture. Là, il s'agit d'un pochoir pour reproduire la pièce que vous voyez à droite. Donc, on dessine sur un carton ou un rhodoïde, on ajoure avec un cutter pour préparer le pochoir. Et après, cette pièce verte est entièrement peinte de manière uniforme, mais elle sèche, mais elle n'est pas cuite. Donc, la peinture peut s'effacer. On va poser le pochoir sur la pièce verte, qui est uniforme, et avec une brosse, on va frotter sur le pochoir, et toutes les parties qui ne sont pas protégées vont s'effacer. Et quand on enlève le pochoir, ce dessin-là apparaît. Voilà. Là, pour les pièces de peinture, généralement, on travaille le trait. Ensuite, on peut faire le modelé, et s'il y a de la couleur, on peut rajouter des émaux, ce qui est le cas, des émaux de la grisaille, ce qui est le cas sur cette pièce. Le travail du jaune à l'argent sur une pièce claire. Le jaune à l'argent par rapport à la peinture sur verre classique, c'est le seul procédé qui va utiliser un phénomène, c'est la pénétration des oxydes d'argent dans le verre, alors que la grisaille, elle reste à la surface du verre. Elle se vitrifie à la surface du verre. Le jaune à l'argent, lui, les ions argent vont rentrer dans la masse du verre, dans la première couche du verre. C'est pour ça que quand les peintures sont effacées dans les vitraux, souvent, les auréoles des seins, qui sont faites souvent avec le jaune à l'argent, persistent donc sur les vitraux anciens. Donc, peinture sur verre avec un pinceau. La technique est empruntée chez les porcelainiers, peinture sur porcelaine. Ici, nous avons affaire avec un pinceau pour le trait, qu'on appelle traînard aussi. C'est le pinceau à filet pour faire, par exemple, les assiettes, les filets des assiettes. C'est les mêmes outils. On a emprunté une partie de nos outils au décor sur porcelaine. On continue. Là, c'est la reproduction d'une pièce. On commence en haut par le dessin. Ensuite, on rajoute le trait, on fait un modelé, on enrichit le modelé pour finir la pièce. Ensuite, lorsque le montage a été réalisé, d'ailleurs cette pièce, elle vient peut-être avant, on va voir. On mastique le panneau. Le rôle du mastic, c'est d'assurer l'étanchéité
donc du panneau et d'assurer la rigidité du panneau quand il va durcir. On va peut-être passer au montage. Oui, voilà. Donc, cette diapo a été inversée. On passe d'abord au montage. Donc vous voyez les profilés de plomb. C'est des plombs en profilés en H. C'est assez mou. On peut enrouler les pièces courbes avec. Vous avez des petits clous de montage là, avec des cales intermédiaires. Dès qu'on pose une pièce, elle est immobilisée aussitôt avec une cale et un clou de montage. Un détail de restauration, un plomb qui a été abîmé est remplacé par un plomb neuf. Il sera soudé aux intersections ici et ici, ici aussi et ici. Il sera soudé après avoir décapé cette partie du plomb. Et pareil pour cette partie-là. Là, c'est un repiquage. Un repiquage consiste à extraire une pièce cassée du vitrail. On peut le faire in situ. Et on recolle la pièce et ensuite on réintègre la pièce dans le panneau. Pour un repiquage, il faut soulever les ailes à la verticale au périmètre de la pièce. Hein, voilà. Et pour extraire la pièce. Et ensuite, quand on remet la pièce, on rabat les ailes. Voilà le schéma classique de la pose des vitraux sur une barre lotière. Ce que vous voyez en jaune ici, ça c'est la barre lotière. Ce que vous voyez ici, c'est le feuillard. Ce que vous voyez ici, ce sont les pannetons. Et ici, ce sont les clavettes. Donc dans un premier temps, le panneau qui est en bleu, on va le positionner contre la barre lotière. Avant, on aura mis du mastic entre la barre lotière et le panneau. On écrase les deux panneaux sur le mastic. Ensuite, on pose le feuillard qui va recouvrir les deux panneaux, mais juste avant de poser le feuillard, on remet du mastic tout le long de la barre lotière. Hein. Voilà. Et on repose le feuillard. Et lorsque le feuillard est posé, on va verrouiller avec des clavettes l'ensemble. Voilà le principe des barres lotières. Après, les barres lotières au 19e ont été remplacées beaucoup par le fer à T, un profil beaucoup plus simple. Donc voilà une barre lotière. Ensuite, une autre barre lotière. Alors ensuite, nous avons des vergettes. Les vergettes, ah oui, il faut mettre la souris ici pour que ça s'en aille peut-être. Oui. Bon. Vous avez des vergettes ici qui passent devant les panneaux. La barre lotière sépare les panneaux. Les vergettes passent devant les panneaux. Et il y a un lien en plomb qui va entourer la vergette et qui finira en spirale, qu'on appelle ça des rosettes. Et le rôle de la vergette, c'est de soutenir les panneaux. Sans ça, ils s'affaisseraient. Hein. Là, on descend ou on remonte les panneaux par le biais de l'échafaudage. Là, on assiste à la pose du vitrage. J'essaie d'enlever ce truc qui camoufle un peu l'image. Je pense qu'il ne faut pas bouger, peut-être. C'est possible. Voilà, c'est ça. Oui. C'est pas pratique. On pose le panneau sur la barre lotière. Et ensuite, on posera celui du bas. Donc, on va faire apparaître de nouveau ça, tant pis. Vous voyez les vergettes ici, avec les petites attaches ici. Voilà. Une fois que le panneau est posé, on met les vergettes et on ferme les attaches. Et ensuite, on fera du calfeutrement le long du panneau ici, avec du mortier de chaux aérienne mélangé avec du sable. Chaux aérienne parce que pour la dépose, c'est beaucoup plus tendre et ça permet au mur de respirer aussi. En bas, il s'agit là d'une bavette en plomb. On essaie pour évacuer les eaux de condensation sur la face interne qui persistent sur les vitraux, on les évacue en faisant une aération à la base du vitraux, de manière à ce que les eaux de condensation qui ruissellent contre le vitrail sur la face interne ressortent sur l'extérieur. Donc on aménage une bavette en plomb. Souvent, ça nécessite de raccourcir le panneau ou éventuellement d'agir sur la pierre. Mais on considère qu'agir sur la pierre, la pierre, c'est pas du consommable. On peut considérer que le vitrail, par rapport à la pierre, ça peut être du consommable. Donc, la priorité, c'est de préserver la pierre et on va intervenir sur le panneau. Sauf cas particulier, bien sûr. Donc là, on en est au stade du calfeutrement du vitrail. On est sur la face externe. Voilà le calfeutrement tout long. C'est toujours du mortier de chaux et sable, hein, qui est teinté pour être en raccord de ton avec la pierre. Et ensuite, jusqu'ici, on utilisait les grillages de protection, c'était souvent
du grillage cage à poules. Après, on a amélioré, on a utilisé du cuivre. Le cuivre qui est mis en forme par rapport au réseau de pierre. Et c'est un grillage en cuivre qui est tendu dessus, et les pattes sont en cuivre aussi. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Mais en même temps, au point de vue solidité, c'est pas non plus très solide. Pour les oiseaux, c'est suffisant, mais si vous jetez un pavé dedans, bien sûr, le grillage en cuivre va déformer le cadre. Ça, c'est première mesure de protection. Voilà une raquette. Et ensuite, les fameuses doubles verrières. Vous avez un exemple ici de double verrière. On est à l'extérieur, sur la face externe. Vous voyez les barlotières ici. On reproduit le système des barlotières. Vous voyez le relief de ce panneau. C'est du thermoformage, c'est-à-dire qu'on a pris le panneau d'origine, on l'a posé sur un lit de plâtre hein, pour avoir l'empreinte. Et ensuite, on a posé une feuille de verre sur ce lit de plâtre. Mais il ne faut surtout pas bouger pour pas que le plâtre bouge, bien sûr. Et ensuite, on a cuit donc à 850 degrés, ou 750, ça dépend. Et donc là, c'est du thermoformage. Et on reproduit donc le réseau de plomb, y compris les altérations des verres. On va voir la pièce suivante. Vous voyez, les altérations du verre, là, elles ont été reproduites dans le panneau. Donc l'intérêt de la double verrière, bien sûr, c'est surtout la protection, mais cette protection, elle joue le rôle un peu d'un double vitrage, c'est-à-dire que la double verrière à l'extérieur est calfeutrée pour qu'elle soit hermétique, et à l'intérieur, nous avons le vitrail qui est espacé entre 3 et 5 cm. Et ce vitrail, à la base et en haut, il est ventilé. Donc du coup, l'air froid arrive donc en bas et il va remonter et il va créer un mouvement qui a une certaine vitesse. Et donc, on est dans le principe du double vitrage, à part que le vitrail, lui, il est ventilé. Dans un double vitrage, vous avez deux feuilles de verre qui sont prises dans un joint et vous avez une lame d'air entre 10 mm et 20 mm en fonction. Et là, c'est pour ça que dans les doubles vitrages, vous n'avez pas de condensation à l'intérieur, ou sauf s'il est abîmé. Donc on reproduit le principe de double vitrage avec la double verrière. Hein. Et l'avantage aussi du système de debituc, c'est le moulage du panneau permet de garder une trace du panneau à l'extérieur. Et effectivement, on a l'impression que c'est le vitrail. Quand c'est bien fait, on a l'impression que c'est le vitrail. Alors, il faut savoir que sur ce panneau qui a été thermoformé, il y a quand même une patine et les plombs sont renforcés au point de vue couleur. Ça reste très discret. Hein. Ils sont renforcés pour simuler un petit peu plus l'image du vitrail. Là, c'est une double verrière, mais sans thermoformage, avec un réseau de plomb. C'est-à-dire, on copie le vitrail en verre blanc. Et donc il y a un réseau de plomb, vu de l'extérieur, on voit le vitrail et on reproduit fidèlement le réseau de plomb. Alors y compris avec ses imperfections, parce que dans les vitraux, il peut y avoir des plombs de casse en nombre, ça peut être très fragmenté, et là dans ce cas-là, ils reproduisent donc les plombs de casse aussi. Moi, je trouverais plus intéressant qu'on reproduise le vitrail tel qu'il était à l'origine au niveau du réseau de plomb, mais on en reparlera dans la déontologie. Alors, repose du vitrail, et on revient au début. Donc, vous avez vu la procédure pour restaurer un vitrail. Alors, on aborde maintenant la déontologie du conservateur-restaurateur d'objets d'art. Les missions du conservateur-restaurateur, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Sa mission, en étroite collaboration avec d'autres professionnels et scientifiques, historiens d'art, archéologues, architectes, chercheurs, microbiologistes, documentalistes, responsables de collections, etc. Donc, il fait l'étude de l'œuvre, établit un constat d'état de conservation, puis un diagnostic. C'est ce qu'on doit faire quand on restaure un vitrail, qu'on soit conservateur ou restaurateur ou non. On doit faire un diagnostic, hein, et ensuite on doit identifier l'origine des désordres. Et à partir de là, on peut faire des préconisations. Ces préconisations, on les fait en partenariat avec des gens qui ont des qualifications. Donc, ça peut être le laboratoire de Champs-sur-Marne, ça peut être les conservateurs-restaurateurs qui sont passés par un cursus universitaire aussi, qui n'est pas le même que le cursus Beaux-Arts. Moi, mon cursus, c'est Beaux-Arts. Et les conservateurs-restaurateurs qui sont passés par l'université, à peu près en France, il y en a une trentaine, hein, et qui pratiquent le métier du vitrail. Voilà.
Donc, lorsque j'ai découvert le laboratoire des monuments historiques, c'était un pur hasard. J'étais à un colloque à Bourges, j'étais à côté d'une personne qui travaillait avec le laboratoire, c'est Anne Pinto, je ne sais pas si Fabienne t'en a entendu parler, Anne Pinto. Elle est en Charente et elle fait partie du corpus pour le vitrail. C'est un organisme international où il n'y a que 2 maîtres verriers dans le corpus, le reste c'est des scientifiques. Voilà. Et donc, elle m'a fait connaître la directrice du laboratoire, et le hasard fait que la directrice m'a proposé de faire des stages de perfectionnement. Sans me connaître, ça a été le hasard. Mais c'est pas rare que ça soit le hasard, hein, qu'on se retrouve dans des situations, le hasard intervient beaucoup. Et là, j'ai découvert une autre manière de restaurer les vitraux. Les personnes qui sortent d'une école d'art, l'image de la restauration, c'est retrouver le vitrail à l'identique tel qu'il était à l'origine. Et moi, je découvre qu'en fin de compte, restaurer un vitrail, ce n'est pas forcément ça, ce n'est pas que ça. Et donc, je continue. La mission du conservateur-restaurateur, donc il conseille à 6, il rédige des rapports techniques en excluant toute appréciation sur la valeur marchande, il réalise une documentation photographique sur l'état avant, pendant et après l'intervention, il mène des recherches, il contribue au programme d'éducation et d'enseignement. Alors, le conservateur-restaurateur, ses références, c'est d'abord la Charte de Venise. La Charte de Venise donne des directives pour intervenir sur les œuvres d'art, au-delà même du vitrail. Et cette Charte de Venise, ensuite, elle fait des petits. Il y a le corpus pour le vitrail qui se crée et qui suit la Charte de Venise. Et ce corpus, ensuite, on va vers le laboratoire des monuments historiques qui a édité l'opuscule technique. C'est des préconisations à l'usage des architectes et des maîtres verriers. Donc, on a trois références qui vont nous guider dans la conservation-restauration de l'œuvre d'art. Alors, la conservation-restauration, cette discipline regroupe des interventions bien spécifiques de sauvegarde d'un objet ou d'un monument dans le respect de sa signification à la fois culturelle, historique, esthétique, éthique et artistique. L'objectif d'une intervention de conservation-restauration n'est pas de remettre les biens culturels à neuf, mais bien de prolonger leur durée de vie dans ce qu'ils représentent comme lien entre les époques et les générations. Les traitements adoptés doivent être choisis dans cette optique en conservant au maximum les matériaux d'origine, en respectant les critères historiques et esthétiques, en améliorant la lisibilité, en stabilisant l'évolution et en tenant compte des contraintes architecturales. Donc depuis la Charte de Venise en 1964, on agit sur les causes et non plus uniquement sur les effets. Alors on peut distinguer des opérations de conservation-restauration. Il y a d'abord la conservation préventive. C'est l'ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d'éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir, qui agissent principalement sur l'environnement de l'œuvre, et la double verrière en fait partie. C'est de la conservation préventive. L'intervention sur le chauffage, sur l'assainissement des eaux en fait partie. Par exemple, dans les églises, vous avez des vitraux qui ont des ouvrants. La plupart des ouvrants ont été condamnés parce qu'ils fuyaient, ils n'étaient pas entretenus, ils étaient trop hauts, on ne pouvait pas les fermer, le fil qui était utilisé pour les fermer était rompu. Et donc, comme les ouvrants ne jouaient plus leur rôle de ventilation, l'humidité s'accentue, il y a un phénomène de condensation, surtout en hiver, sur la face interne des vitraux. Cette condensation persiste plusieurs semaines et plusieurs mois et permet à des micro-organismes de se développer sur la face interne. Ces micro-organismes tels que algues, champignons, lichens. Et cette humidité persiste et il y a un milieu acide qui va apparaître et ce milieu acide va commencer à atteindre la couche picturale et ensuite le verre lui-même, mais le plus souvent la couche picturale. Vous voyez dans tous les vitraux 19e des personnages qui sont partiellement effacés des têtes. C'est l'humidité. Il n'y aurait pas d'humidité, il n'y aurait plus de restaurateur d'objets d'art. C'est valable pour n'importe quel matériau. Que ce soit les fresques, ça serait donc vive l'humidité. Alors ça, c'est la convention préventive. La conservation curative, l'ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d'arrêter un processus actif de détérioration ou de les renforcer structurellement.
Donc il s'agit là déjà de supprimer les dépôts. Parce que il faut bien, il y a un distinguo entre les dépôts sur un vitrail et les altérations. Les dépôts, c'est des particules, c'est une matière qui est rapportée sur le vitrail d'origine. Les altérations, ce sont des particules qui ont disparu et qui font partie de l'identité du vitrail, c'est-à-dire une peinture effacée, des cratères dans le verre, ça peut être le mastic, ça peut être l'oxydation sur la serrurerie. Donc il y a une différence entre altération et dépôt. D'accord ? Alors, ensuite, les opérations de restauration qui agissent directement sur l'œuvre. Les opérations de restauration visent à établir la lisibilité des œuvres et par là même leur rôle culturel en respectant leur matière constitutive, comblement des zones lacunaires. Alors moi, effectivement, en sortant d'une école d'art, c'est plus cette orientation, opération de restauration au départ que je voyais. Alors, en conservation-restauration, il y a 3 principes que moi j'ai résumés dans le mot art, les 3 lettres de art. A comme authenticité, c'est-à-dire l'authenticité des matériaux et des modes opératoires. Quand on remplace un verre soufflé à la bouche, on essaie d'utiliser un verre soufflé à la bouche et pas un verre industriel. Ceci étant dit, au 19e, il y avait aussi beaucoup de verres industriels. Voilà. Donc il faut essayer de retrouver la même catégorie de verres. Et en ce qui concerne les peintures sur verre, il faut essayer de faire de même. Il y a aussi la manière de peindre, les outils, réutiliser de préférence les outils qui ont été utilisés. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure une pièce qui a été faite au pochoir. Donc on ne va pas la faire à la main, on va fabriquer un pochoir de manière à ce qu'elle ait le même aspect. Et à l'inverse, la même pièce, si elle est peinte au pinceau, on va la faire au pinceau. Ça, c'est la notion d'authenticité. D'accord ? Ensuite, le mot R comme réversibilité. Pouvoir revenir sur l'état initial de l'œuvre. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on considère que dans l'état actuel de la connaissance, les produits qu'on utilise ne sont pas forcément les meilleurs. Ça veut dire que, je vous donne l'exemple, il y a 40 ans, pour fixer les grisailles qui étaient fragilisées, on utilisait une résine, le Viacryl. Et plus tard, on s'est aperçu que le Viacryl réagissait à l'humidité, et il avait des réactions qui ne convenaient pas. Il a été remplacé par le paraloïde B72. Donc, on a changé la procédure et le produit. Et ce paraloïde B72, maintenant, on peut le remettre en cause aussi, parce que c'est un fixateur qu'on passe sur une grisaille qui est fragilisée. Et c'est un produit en théorie réversible, c'est-à-dire qu'on peut l'effacer avec de l'acétone ou de l'acétate d'éthyle. Seulement, on s'aperçoit que quand il est effacé, visuellement il est effacé, mais dans la masse poreuse de la grisaille, il n'est pas effacé, il reste à l'intérieur. Donc, vous voyez, la réversibilité, elle n'est pas totale. Et ensuite, la traçabilité. Consigner les interventions dans un document à la disposition des futurs intervenants et des historiens, liste des produits utilisés et le mode opératoire. Moi, je suis tombé des fois sur des vitraux qui avaient été nettoyés à l'acide. Et effectivement, les peintures, ils avaient été mal rincés. Et il est interdit de nettoyer les vitraux à l'acide. Mais si on le fait brièvement, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces, le vitrail est nettoyé, mais à long terme, l'acide qui n'a pas été assez rincé va agir petit à petit. Donc, c'est intéressant de savoir quels sont les différents traitements d'une œuvre d'art au fil des années pour mieux intervenir ensuite. Alors, les approches diverses. On vient petit à petit à la déontologie du conservateur-restaurateur. Il y a plusieurs approches diverses pour la conservation-restauration. C'est-à-dire que quand une pièce est manquante, on la remplace. Quand une pièce est cassée, on la recolle. On la recolle avec différents procédés. On garde le moins de fragments, comme en archéologie, pour reconstituer le vitrail quand on peut. Alors, on parle de réintégration illusionniste. C'est-à-dire illusionniste, la pièce, on va la refaire de manière à ce qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle a été refaite. Ça fait illusion. Donc cette réintégration illusionniste, c'est plus, moi, mon approche au départ, sortant d'une école d'art, retrouver l'image initiale.
Alors, on parle ça, on peut le faire d'après des documents, et on parle à ce moment-là d'une réintégration, c'est en constitution, parce qu'on l'a fait d'après les documents. Alors que la réintégration illusionniste sans document, ça sera une réintégration en restitution. D'accord ? Ensuite, on passe à la réintégration lisible. Lisible, ça veut dire que si on est près du vitrail, on doit faire la différence avec les pièces neuves et les pièces anciennes. C'est une manière de ne pas tromper l'observateur. Mais visuellement, il ne faut pas non plus que ça décroche. C'est-à-dire qu'une pièce qui est manquante, on va la peindre avec la même valeur que les pièces autour, hein. Mais par contre, s'il y a la même valeur et la même couleur, il n'y aura pas le même traitement. Ça veut dire que ça sera esquissé. Mais si on s'éloigne à 5 mètres ou à 10 mètres, on ne verra pas que la pièce a été refaite, hein. Alors, ensuite, il y a les strateggios. Les strateggios, en peinture murale, par exemple, ou sur les tableaux, ça existe. C'est des petites hachures, toujours dans le même contexte de la réintégration lisible. Quand on s'éloigne, on ne s'en aperçoit pas, et quand on se rapproche, on s'en aperçoit. Alors là, il faut que je vous montre cette fois-ci. Voilà le strategio, par exemple, en peinture. Là, vous regardez, vous n'êtes pas collé contre la pièce quand même, hein. Donc, le raccord en couleur, il y a une petite différence, mais si on grossit, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec ça, oui. Si on grossit, vous voyez, ça a été traité avec des traits parallèles, voyez. Et quand on s'éloigne, on y fait beaucoup moins attention, voilà, hein. Alors, dans la réintégration lisible, il y a aussi, je vous montre ça, non, c'est pas ça. Alors ça, c'est une réintégration plus que lisible. Là, il s'agit du kintsugi, une technique japonaise qui consiste à mettre en valeur l'objet qui a été détérioré. Et donc, donc la restauration, je vais plutôt vous lire justement l'explication qui est intéressante. Le mot kintsugi vient du japonais king en or et suji jointure et signifie littéralement jointure à l'or. À la fois esthétique et spirituelle, le kintsugi est une technique ancestrale découverte au XVe siècle au pays du soleil levant qui consiste à réparer les céramiques, porcelaines et faïences en les embellissant avec de la véritable poudre d'or. Symbole du renouveau, cet art est avant tout une manière de percevoir la beauté qui réside dans l'imperfection, souvent qualifiée d'art de la résilience. Cette technique cherche à mettre en valeur les défauts d'un objet brisé plutôt que de chercher à les masquer. Là, on est en train d'aborder en même temps le débat sur la déontologie. On va y venir. Le kintsugi est donc empreint d'une force philosophique qui consiste à honorer le passé d'un objet cassé en le rendant plus résistant. Sublimé grâce à la poudre d'or, l'objet gagne en beauté et acquiert une nouvelle valeur grâce à ses fissures. Voilà. Alors, donc, maintenant, on peut aborder le débat. La question, c'est préserver l'authenticité ou laisser la trace de notre siècle. Par exemple, la pyramide du Louvre, on a intégré une création dans un espace ancien. Ça a pu être controversé. La tour Eiffel aussi, le jour où elle s'est construite, et qu'on a décidé de la garder 2 ans après l'exposition universelle, et elle est devenue maintenant un monument historique. Au départ, c'était une verrue, on va dire, hein. Et maintenant, on ne pourrait pas concevoir de supprimer la tour Eiffel. Alors, c'est vrai que pour comprendre, si on parle de déontologie, il faut parler des critères de définition d'un patrimoine historique. Voilà. Alors les critères de définition, c'est par rapport à la Charte de Venise. Alors la Charte de Venise, vous me dites où on en est au point de vue timing, là, je ne sais pas. Ah non, donc directement, on va passer. Pour illustrer la déontologie, on aborde la flèche. Donc au XIIIe. Ensuite, elle a été détruite en 1620
Elle était fragilisée. Et 5 et 3, 18e. Elle a été détruite plutôt, elle a été démontée au 18e siècle parce qu'il y avait une partie qui était tombée. Et ensuite, la seconde flèche a été construite par Viollet-le-Duc en 1859. Elle s'effondre en avril 2019. Voilà. Voilà le détail de la flèche. Voilà comment elle a été structurée. Donc, cette flèche, voilà la charpente. Donc, en 1250, il y a une flèche, une première flèche, ensuite une deuxième flèche en 1850, et là, en 2019, il y a une troisième flèche qui est envisagée. Voilà Notre-Dame telle qu'elle était avant la flèche, et il y a eu des projets de création, et des projets, et en réalité, on est allé vers une restitution de la flèche. Mais c'est intéressant de voir les projets en création. Voilà l'exemple. Un projet avec une verrière sur le toit. Vu d'en bas, on n'y fait pas attention. En hauteur, voilà le toit qui apparaît en verrière. La flèche a été, dans le projet, et reconstituée à l'identique. Et on reconstitue aussi, sous la verrière, la fameuse forêt, c'est l'appellation de la charpente de Notre-Dame. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est un projet, bien sûr, qui n'a pas été fait. Et voilà la forêt. Et donc, du haut de Notre-Dame, on pouvait lire différemment cette cathédrale et on avait une vision sur Paris, bien entendu. Voilà ce que ça donnait. Donc, voilà le débat en même temps. C'est vrai, pourquoi on est allé vers ce choix, en fin de compte, qui correspond à la charte de Venise, c'est-à-dire restaurer à l'identique, mais il fallait que ça soit documenté. On ne pouvait pas refaire la flèche du XIIIe parce qu'elle n'était pas documentée. Celle de Viollet-le-Duc était documentée. Donc elle a été refaite à l'identique, c'est une structure en bois qui est recouverte de plomb. Alors, quand on voit tous les projets qui étaient intéressants, vous pouvez aussi, vous positionner par rapport à ce choix. Est-ce que aussi le maître verrier ou l'architecte ou le peintre, est-ce qu'il doit laisser sa trace ou pas au niveau de son siècle, ou il doit conserver indéfiniment tout ce qui a été fait? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Quand on admire nos anciens, on les admire, mais il ne faut pas oublier que nos anciens, c'était des créateurs, c'était des révolutionnaires. Viollet-le-Duc, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'était un révolutionnaire qui avait un ego un petit peu aussi important, puisqu'il y a une statue qui reproduit son portrait intégralement, et la flèche qui faisait que 83 mètres au XIIIe, lui, il l'a fait de 96 mètres. Il veut être plus fort que les anciens. Donc, il a laissé la trace, il a pris des risques aussi, bien sûr. Donc, c'est pareil en création dans les églises. Quand vous démontez un vitrail qui est 19e, qui est effacé aux trois quarts, à la place, vous faites une création. On peut aussi le restaurer entièrement. Mais il faut savoir que les vitraux 19e, c'est 90% du patrimoine. Donc, je veux dire, ils ne sont pas en danger. Il y a toujours des vitraux pour laisser la trace d'un style, d'une technique. Et c'est pour ça qu'on admet maintenant, les monuments historiques font des créations dans les édifices, dans les cathédrales et dans les églises. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Alors quand on restaure en vitrail, voilà, les problématiques, c'est l'histoire de restaurer à l'identique ou au contraire de montrer que ce vitrail a été restauré et les pièces sont lisibles. Donc chacun peut se positionner par rapport à ça. Il y en a qui vont essayer de retrouver le vitrail à l'identique et d'autres qui vont accepter que l'œuvre d'art se détériore et vieillisse, comme nous on accepte ou non de vieillir et de se dégrader, au même titre que l'œuvre d'art. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se fait botoxer ou alors on accepte de... Alors le principe, c'est vrai, garder une trace, c'est ce qui permet de connaître notre passé pour mieux préparer notre avenir. C'est important, notre histoire. Et en même temps, je trouve intéressant de laisser sa trace aussi. Parce que si, sans arrêt, on se tourne vers le passé, si nous, on ne laisse pas sa trace, on ne va pas dans le sens de nos anciens qui, eux, laissaient leur trace.
Alors c'est discutable. On va arrêter là parce qu'effectivement on a dépassé largement le temps, mais vous avez matière à réflexion par rapport au choix qu'on peut faire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, simplement une parenthèse, quand j'ai arrêté, Corinne et Cécile, qui font partie de Artis Lux, ont repris mon local et elles ont leur stand là-bas. Et là, vous allez pouvoir voir le vitrail devant vous avec les peintures, les barlotières, etc.